Au dîner, ma sœur déclare, « Tu es un fardeau, on veut vivre sans toi. » Mon père, souriant, sirotait son vin. J'ai tout quitté dans la nuit. Le lendemain, quand les factures n'ont plus été payées. 28 appels manqués de ma famille. Je m'appelle Apolline, j'ai 38 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille me poignarderait dans le dos avec un tel mépris. Pas dans une ruelle sombre, mais à la table du dîner, sous la lumière chaude du lustre, le soir des 40 ans de mariage de mes parents. Ma sœur m'a traité de fardeau, mon père a souri en sirotant son vin, et ma mère est restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai tout quitté. Le lendemain matin, quand les factures ne seraient plus payées, mon téléphone afficherait 28 appels manqués de la part de ma famille. Voilà comment ma vengeance a commencé. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et de quelle ville, de quel pays, suivez-vous cette histoire qui se déroule? Laissez un commentaire juste en dessous. J'aimerais vraiment savoir jusqu'où mon récit voyage et qui, parmi vous, comprend silencieusement cette blessure profonde. La maison de mes parents à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, baignait dans une atmosphère de fête. C'était leur noce d'émeraude. 40 ans. Un exploit. Pour l'occasion, j'avais passé 2 jours à confectionner un fraisier digne d'un grand pâtissier, une recette que j'avais apprise des années plus tôt, bien avant que ma vie ne prenne ce tournant amer. J'étais fière de mon œuvre, de la génoise imbibée à la perfection, de la crème mousseline vanillée, des fraises gariguettes disposées en une rosace parfaite. Je les posais sur la table, un phare de douceur dans une mer de conversation animée. Nos voisins étaient là. Gisèle, dont le regard curieux ne manquait jamais un détail, les Martin, le couple d'en face. L'argenterie tintait, les verres de Bourgogne s'entrechoquaient. Une symphonie de bonheur apparent. J'ai senti une pointe de satisfaction. Malgré tout, malgré les sacrifices, je pouvais encore leur offrir ça. Un moment de beauté. C'est à cet instant précis que ma sœur, Isor, de 5 ans ma cadette, a choisi de frapper. Avachie sur sa chaise avec une nonchalance étudiée, son verre à la main, elle a laissé tomber sa bombe. Sa voix, habituellement mielleuse, était devenue tranchante comme une lame de rasoir. « Apolline, tu nous empêches d'avancer. » Le silence est tombé. Un silence lourd, pesant, qui a aspiré toute la joie de la pièce. Tous les regards se sont tournés vers nous. Elle a continué, ses yeux me fixant sans ciller, froids comme la glace. Nous voulons vivre notre vie. Sans ta présence ici. Chaque mot était un coup. Un coup violent en plein cœur. J'ai cherché le regard de mon père, Ferdinand. Il était assis en bout de table, à sa place habituelle de patriarche. Il a simplement esquissé un léger sourire, un sourire vide, avant de porter son verre à ses lèvres et de prendre une lente gorgée de vin. Comme si Isor venait de commenter la météo. Ce sourire m'a anéanti plus que les paroles d'Isor. C'était une validation silencieuse, une trahison absolue. Ma mère, Odette, était figée. Sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette, son visage une toile blanche de choc ou de complicité, je ne saurais le dire. Gisèle et les autres invités détournaient le regard, soudainement très intéressés par le motif de leurs assiettes. Personne. Pas une seule personne n'a dit un mot pour me défendre. J'étais seule, jugée et condamnée à la table de ma propre famille. Une chaleur intense m'a envahi le visage, la brûlure de l'humiliation. Mais je leur avais juré, au fond de moi, qu'ils ne me verraient jamais pleurer. J'ai forcé un sourire, j'ai attrapé mon verre d'une main parfaitement stable et j'ai bu une gorgée. Le goût amer du vin se mariait parfaitement à la douleur qui s'installait dans ma poitrine. Je me suis levée, avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Mes mouvements étaient lents, délibérés. Je ne leur donnerais pas le spectacle d'une femme brisée. J'ai marché vers ma chambre d'enfant, cette chambre où j'étais revenue vivre par devoir, par amour. Ils n'avaient aucune idée que chaque pas que je faisais était un pas vers ma libération. Ai-je eu raison de partir sans un mot? Ou aurais-je dû leur crier ma douleur à la figure? La porte de ma chambre s'est refermée derrière moi dans un clic étouffé, coupant court au silence gêné du salon. Le son a résonné comme le début d'une nouvelle ère. J'ai sorti ma vieille valise de sous le lit, la poussière témoignant des années d'immobilité. Pendant que je pliais mes vêtements, mon esprit a voyagé en arrière, 5 ans plus tôt. Une éternité.
À l'époque, j'étais propriétaire de Fleurs Essence, ma boutique de fleurs dans le quartier animé de la Croix-Rousse. Ce n'était pas juste un commerce, c'était mon âme. Chaque bouquet que je créais racontait une histoire. J'avais des clients fidèles, des jeunes mariés anxieux, des grands-mères solitaires. Mes mains étaient constamment griffées par les épines de rose, mais mon cœur était plein. J'avais construit ce rêve à la sueur de mon front, avec des années d'économie et un prêt que je remboursais religieusement. J'étais indépendante. J'étais heureuse. Un soir, mon père m'a appelée. Sa voix, habituellement si assurée, était brisée. La petite entreprise de menuiserie qu'il avait tenté de monter après sa retraite avait fait faillite. S'ajoutaient à cela des frais médicaux imprévus pour une opération du genou de ma mère. Ils étaient au bord du gouffre, croulant sous une dette de 150 000 €. La banque menaçait de saisir la maison. La maison de mon enfance. Je n'ai pas hésité une seconde. Le cœur en miettes, j'ai mis Fleurs Essence en vente. Je l'ai vendue pour exactement 150 000 €. Assez pour éponger leurs dettes, réparer la toiture qui fuyait et leur permettre de respirer. J'ai fermé la porte de ma boutique pour la dernière fois, les larmes brouillant ma vue, en me disant que c'était un sacrifice nécessaire. Je suis retournée vivre dans ma chambre d'adolescente, me convainquant que ce ne serait que temporaire. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais le temporaire s'est étiré, s'est transformé en 5 longues années. 5 années pendant lesquelles je suis devenue le pilier financier invisible de cette maison. J'ai trouvé un emploi dans une grande jardinerie, un travail sans âme pour un salaire qui représentait la moitié de ce que je gagnais avant. Mais c'était stable. Chaque mois, plus de 2 000 € sortaient de mon compte pour payer leurs factures, l'électricité, l'eau, l'abonnement Internet, les impôts fonciers, l'assurance habitation, même leurs abonnements à des chaînes de télévision que je ne regardais jamais. Isor, elle, vivait toujours chez eux. Une graphiste freelance qui peinait à trouver des contrats stables. Elle a toujours été l'artiste de la famille, la créative, tandis que j'étais la fiable, la raisonnable. Mon succès avec Fleurs Essence l'avait toujours mise dans l'ombre, du moins c'est ce qu'elle ressentait. Le jour de l'inauguration de ma boutique, elle avait une petite exposition de ses œuvres dans une galerie locale. Toute la famille, tous les amis, étaient venus chez moi. Presque personne n'était allé à son vernissage. Ce jour-là, une graine amère a été plantée dans son cœur. Mon retour à la maison, même en tant que sauveuse, était pour elle l'humiliation suprême. J'étais la preuve vivante de son échec à devenir indépendante. Elle a commencé à me traiter avec un mépris glacial, laissant traîner des remarques passives-agressives, critiquant mes dépenses, futiles, alors que c'était mon argent qui payait le toit au-dessus de sa tête. Mes parents, eux, semblaient aveugles. Mon père passait ses journées dans son garage, bricolant pour oublier sa faillite. Ma mère s'occupait de son jardin, sa seule échappatoire. Ils acceptaient mon argent avec des « merci » polis, mais ne me demandaient jamais comment j'allais. Jamais. Ils ne voyaient pas le poids sur mes épaules, le rêve que j'avais sacrifié. Allongée sur le lit grinçant de cette chambre d'hôtel anonyme à Vèze, j'ai enfin compris. Je n'avais pas sauvé ma famille. J'étais devenue leur rente, leur assurance vie, leur béquille. Et comme toute béquille, une fois qu'on pense pouvoir remarcher, on la jette sans un regard en arrière. Comment peut-on vivre 5 ans dans un tel aveuglement? L'amour rend-il vraiment si naïf? Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux bon marché de l'hôtel. J'avais à peine dormi. Mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, affichait une dizaine de notifications. Des messages de ma mère, sans doute. Je l'ai ignoré. Ma première destination n'était pas un retour en arrière, mais un pas en avant. J'ai conduit jusqu'au Vieux Lyon, dans l'appartement de mes amis, Mathurin et Léonie. Dès qu'ils m'ont ouvert la porte, ils ont su. Léonie m'a prise dans ses bras sans poser de questions, tandis que Mathurin préparait déjà du café. Ils étaient ma véritable famille, celle que l'on choisit. Assise à leur table de cuisine, le réconfort d'un café chaud entre les mains, j'ai tout raconté. Les mots d'Isor. Le sourire de mon père. Le silence de ma mère. La solitude absolue que j'avais ressentie. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était calme, presque clinique. C'était comme si je parlais de quelqu'un d'autre.
Léonie était furieuse pour moi, ses yeux lançaient des éclairs. Mais c'est incroyable. Après tout ce que tu as fait pour eux. Mathurin, lui, est resté silencieux pendant un long moment, le regard pensif. Puis, il a parlé. Ton histoire me rappelle celle de mon oncle, a-t-il dit doucement. Il a toujours tout donné à son fils. Il lui a payé ses études, son premier appartement, sa première voiture. Le fils a monté sa propre entreprise, et ça a bien marché. Un jour, lors d'un repas, il a dit à mon oncle que sa présence était étouffante, qu'il devait le laisser vivre sa vie d'adulte. J'ai levé les yeux vers lui, le cœur serré. Mon oncle a été dévasté, a continué Mathurin. Mais il a fait quelque chose de radical. Le lendemain, il a annulé le virement mensuel qu'il lui faisait encore pour l'aider, il a résilié l'assurance de la voiture qui était encore à son nom et a retiré sa garantie pour l'appartement. Il n'a rien dit. Il a juste agi. Et qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Léonie, captivée. 2 mois plus tard, le fils était au bord du dépôt de bilan. Il a dû vendre sa voiture, déménager dans un appartement plus petit. Il a appelé mon oncle en larmes, en s'excusant. Il a enfin compris que ce qu'il appelait « étouffant » était en fait son filet de sécurité. Mathurin m'a regardé droit dans les yeux. Parfois, Apolline, les gens ne peuvent apprécier le poids que tu portes que lorsqu'ils sont obligés de le soulever eux-mêmes. Ces mots ont résonné en moi comme un gong. Je n'avais pas aidé ma famille. Je les avais infantilisés. Ma bonté était devenue une prison dorée pour eux, et un esclavage pour moi. En payant tout, en ne demandant jamais rien, je leur avais enlevé toute notion de responsabilité, toute valeur de l'argent et de l'effort. Isor me voyait comme un fardeau, non pas parce que je coûtais de l'argent, mais parce que ma présence même était un rappel constant de leur dépendance. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ont peut-être vécu des relations, à sens unique, similaires, que ce soit en famille, en amitié ou en amour. Dites-moi dans les commentaires, quel a été le déclic pour vous? Qu'est-ce qui vous a fait dire « ça suffit » ? La colère qui couvait en moi depuis la veille s'est transformée en une clarté froide et tranchante. Ce n'était plus une question de douleur ou de tristesse. C'était une question de justice. Une question de survie. J'ai regardé mes amis. Mathurin, je peux te demander une chose? Tout ce que tu veux. Prête-moi ton ordinateur portable. Il n'a pas posé de questions. Il est allé le chercher. Il ne savait pas qu'il venait de me donner l'arme de ma libération. Mathurin a posé l'ordinateur portable sur la table. Le simple contact du métal froid sous mes doigts m'a procuré un sentiment de puissance que je n'avais pas ressenti depuis des années. Léonie s'est assise en face de moi, une présence silencieuse et solide. Elle a simplement hoché la tête, comme pour me donner sa bénédiction. J'ai ouvert l'appareil. Le fond d'écran était une photo de mes amis en randonnée, souriants et libres. Un monde à des années-lumière du mien. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé l'adresse du site de ma banque. Mes doigts ne tremblaient pas. Mon cœur battait à un rythme régulier et puissant dans ma poitrine. C'était le calme étrange qui précède une décision irrévocable. J'ai entré mes identifiants. Le portail en ligne s'est ouvert sur la page de mes comptes. Et là, sous mes yeux, s'étalait le journal de bord de mes 5 dernières années de servitude. La liste des prélèvements automatiques. C'était long. Terriblement long. EDF, électricité, 312,45 €. SOR, eau, 104,80 €. Orange, Internet, TV, téléphone fixe, 79,99 €. AXA, assurance habitation, 98,50 €. Impôt foncier, prélèvement mensuel, 185 €. Mutuelle santé, pour mes parents, 250 €. Et puis il y avait les autres, les plus petits, les plus insidieux. Netflix. Canal+. Le service de jardinage que ma mère avait commandé. Les réparations diverses. Au total, chaque mois, c'était une hémorragie silencieuse de plus de 2000 €. L'argent de mon travail. L'argent de mon rêve vendu. J'ai regardé cette liste. Chaque ligne était une chaîne invisible qui me liait à cette maison, à cette dynamique toxique. Chaque ligne était un rappel de ce qu'ils attendaient de moi,
sans jamais le demander explicitement. Il n'avait pas besoin de demander. J'étais là, fiable, Apolline, celle qui s'en occupait. J'ai déplacé le curseur de la souris sur la première ligne. EDF. J'ai cliqué sur « Gérer mes prélèvements ». Une nouvelle page s'est ouverte. L'option était là, en rouge, presque provocante, « Résilier le prélèvement automatique ». J'ai inspiré profondément. Et j'ai cliqué. Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir résilier ce prélèvement? Votre contrat pourrait être suspendu. J'ai cliqué sur « Oui ». Un sentiment étrange m'a parcouru. Pas de la culpabilité. Pas de la peur. Un sentiment de légèreté. Comme si je venais de couper le premier fil d'une toile d'araignée qui m'emprisonnait. J'ai continué. Oh. Clic, oui. Internet. Clic, oui. Assurance. Clic, oui. C'était devenu un rituel. Un acte chirurgical. Je n'étais plus Apolline la victime. J'étais une chirurgienne qui coupait les membres gangrenés pour sauver le reste du corps. Mon corps. Ma vie. Mutuelle santé. J'ai hésité une fraction de seconde. C'était leur santé. Mais ensuite, l'image du sourire de mon père m'est revenue en tête. Le silence de ma mère. Ils étaient adultes. Ils étaient responsables. Clic, oui. J'ai tout coupé. Absolument tout. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le silence dans la cuisine était total, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge murale. Léonie a posé sa main sur la mienne. Tu as tenu 5 ans, Apolline. C'est 4 ans et 364 jours de plus que n'importe qui d'autre n'aurait fait. Mon téléphone est resté silencieux sur la table. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Quelques jours, tout au plus. La maison de Caluire et Cuire était maintenant une bombe à retardement. Et j'en avais personnellement réglé le minuteur. Était-ce un acte de cruauté ou un acte de légitime défense? 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que la première vague du tsunami atteigne le rivage. J'étais chez Mathurin et Léonie, je commençais à peine à me sentir à nouveau humaine. Nous étions en train de dîner tranquillement quand mon téléphone, posé face contre table, a commencé à vibrer frénétiquement. Je n'ai même pas eu besoin de le retourner. Je savais. Le nom, Isor, s'est affiché en lettres capitales sur l'écran. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. À la 3e sonnerie, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché, mettant l'appel sur haut-parleur pour que mes amis puissent entendre. Je n'ai même pas eu le temps de dire « Allô ». Mais qu'est-ce que tu as fait, Apolline? La voix d'Isor était stridente, un mélange de panique et de fureur. Internet est coupé. Coupé. J'ai un projet à rendre pour un client américain demain matin, comment je suis censé faire? Et ce n'est pas tout, maman est en train de paniquer parce qu'on a reçu des avis de coupure d'EDF et de la flotte. Remets tout en marche. Tout de suite. Pas de « bonjour ». Pas de « comment ça va ». Pas un mot sur le dîner d'il y a 3 jours. Juste un ordre. Comme si j'étais son employée. L'intendante de sa vie. Je me suis adossée à ma chaise, un calme glacial s'emparant de moi. Mathurin et Léonie me regardaient, les yeux écarquillés. « Bonjour Isor », ai-je dit, ma voix étonnamment stable. C'est étrange. Tu as dit que tu voulais vivre sans moi. Voilà à quoi ressemble une vie sans moi. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre chercher une répartie. Arrête de surréagir, Apolline. C'est ridicule. C'était juste des mots, tu le sais bien. Arrête ton mélodrame et réactive tout ça. Maintenant. Son arrogance était stupéfiante. Sa capacité à tordre la réalité pour qu'elle corresponde à ses besoins était presque un super pouvoir. En arrière-plan, j'entendais la voix tremblante de ma mère. « Oh mon Dieu, le congélateur. Toute la nourriture va être perdue. Apolline, ma chérie, écoute ta sœur. » Ma mère. M'appelant « ma chérie » pour me manipuler. La colère, une colère pure et froide, a commencé à monter en moi. Ce n'est pas mon travail de faire fonctionner ta vie, Isor, ai-je dit, chaque mot pesé.
Tu as 33 ans. Il est temps que tu apprennes à gérer tes propres problèmes. Débrouille-toi. Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd. Puis, j'ai entendu un rire. Un rire sec, sans joie et plein de mépris. Tu sais pourquoi personne ne te supporte? Parce que tu es exactement comme ça. Égoïste et hypersensible. Tu prends tout au pied de la lettre. C'est pour ça qu'on voulait que tu partes. Et elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone, puis mes amis. Le venin dans ses dernières paroles était palpable. Elle n'avait pas seulement attaqué mes actions, elle avait attaqué mon être tout entier. Léonie a sifflé entre ses dents. Le culot. Le culot absolu de cette fille. Mathurin a secoué la tête. Elle n'a encore rien compris. La vraie douleur n'a pas encore commencé pour eux. Il avait raison. Ce n'était que le début. C'était la première fissure dans le barrage. Mais je ne m'attendais pas à ce que, au lieu d'essayer de colmater la brèche, Isor tente de dynamiter le peu qui restait de notre relation. Comment auriez-vous réagi à sa place? Auriez-vous craqué face à la pression? La confrontation avec Isor m'avait laissé avec un goût amer dans la bouche. Non pas de regret, mais de dégoût. Le lendemain après-midi, c'est ma mère qui a appelé. J'ai reconnu son numéro et j'ai longuement hésité avant de répondre. Finalement, la curiosité, ou peut-être un reste stupide d'obligation filiale, l'a emporté. Sa voix était à l'opposé de celle d'Isor. Douce, plaintive, presque suppliante. C'était sa technique. Isor était le bulldozer, ma mère était l'infiltration, la manipulation par la pitié. Apolline, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. La maison est un chaos. Ta sœur ne peut plus travailler, ton père est complètement perdu, il ne peut même plus recevoir ses emails pour ses petites réparations de tondeuse. Je t'en prie, juste l'Internet, Apolline. Nous sommes une famille, après tout. Le mot « famille » sonnait faux dans sa bouche. Creux. J'ai fermé les yeux, m'imaginant la scène, ma mère, assise dans le salon qu'elle aimait tant, se tordant les mains, jouant la victime parfaite. Maman, ai-je répondu, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Isor a dit, devant tout le monde, que vous seriez mieux sans moi. Tu n'as pas dit un mot pour la contredire. Ni toi, ni papa. Alors je lui donne ce qu'elle a demandé. Ce que vous avez tous demandé par votre silence. Un long silence a pesé sur la ligne. Puis, elle a murmuré, sa voix à peine audible, mais elle ne le pensait pas vraiment. Tu sais comment elle est quand elle est contrariée. Reviens à la maison, s'il te plaît. On arrangera les choses. Arranger les choses. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Cela signifiait que je devais revenir, tout reprendre en charge, et faire comme si rien ne s'était passé. Oublier l'humiliation. Oublier le sourire de mon père. Non, maman. Je ne reviendrai pas, ai-je dit, ma décision se solidifiant à chaque syllabe. Pas avant qu'Isor ne reconnaisse ce qu'elle a fait et ne présente des excuses sincères. J'ai ajouté, avant qu'elle ne puisse m'interrompre, et toi aussi. Toi et papa. Vous l'avez laissé me détruire sous vos yeux. Vous êtes tout aussi responsable qu'elle. Puis, j'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon esprit était d'une clarté de cristal. La véritable onde de choc est arrivée plus tard dans la soirée. J'étais en train de consulter mes emails sur l'ordinateur de Mathurin quand une notification de ma banque est apparue. L'objet du mail était « Alerte DE sécurité, tentative de connexion suspecte ». Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert l'email. Il indiquait qu'une tentative de réinitialisation de mon mot de passe avait été effectuée à plusieurs reprises depuis une adresse IP localisée, à Lyon. Et plus précisément, une adresse IP correspondant au fournisseur d'accès Internet du voisin de mes parents, dont Isor connaissait le mot de passe Wi-Fi. Elle n'avait pas seulement essayé de me manipuler par téléphone. Elle avait essayé de voler mon argent. Elle avait essayé de s'introduire dans mon compte en banque, ce compte qui contenait les derniers vestiges de mes économies, le peu que j'avais réussi à mettre de côté après avoir tout vendu pour eux. La colère que j'avais ressentie jusqu'à présent n'était rien comparée à la fureur glaciale qui m'a envahi. Ce n'était plus une histoire de blessure d'ego ou de manque de reconnaissance. C'était une agression. Une violation.
Isor venait de franchir une ligne qui ne pouvait plus être effacée. Elle avait transformé un drame familial en un acte potentiellement criminel. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe, ajouté une authentification à 2 facteurs, et j'ai pris une capture d'écran de l'alerte de sécurité. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais c'était une preuve. Une preuve de la véritable nature de ma sœur. Le jeu venait de changer radicalement. Et j'allais m'assurer qu'elle comprenne bien les nouvelles règles. Les jours suivants, une nouvelle forme de guerre a commencé, la guerre de l'opinion publique, menée à l'échelle microscopique de la rue de mes parents. À Caluire-et-Cuire, dans ce genre de quartier résidentiel où tout le monde se connaît depuis 30 ans, la réputation est un capital plus précieux que l'argent. Et celle de ma famille commençait à s'effondrer de manière spectaculaire. C'est Léonie qui m'a rapporté les premières nouvelles, entendues via une amie commune qui connaissait la fille de Gisèle, notre voisine commère en chef. Apparemment, la maison des Ferdinand était devenue le sujet de conversation numéro 1. La pelouse, que mon père ne pouvait plus tondre car sa tondeuse électrique était à plat, commençait à ressembler à une prairie sauvage. La boîte aux lettres débordait de courriers, un mélange de publicité, et sans aucun doute, de factures impayées et de lettres de relance aux couleurs vives. Gisèle, selon les dires, passait un temps anormalement long à désherber ses parterres de fleurs juste à côté de notre clôture, l'oreille tendue, espérant capter des bribes de dispute. Elle aurait raconté, avec une fausse compassion, que la pauvre Odette semblait complètement dépassée et que Ferdinand avait l'air si abattu. Puis Isor a appelé, d'un numéro masqué cette fois. J'ai décroché par réflexe. L'explosion a été immédiate. « Tu te rends compte de ce que tu fais » a-t-elle crié, sa voix déformée par la rage. « Tu nous humilies. Tu nous affiches devant tout le quartier. » Gisèle est venue ce matin nous apporter une tarte, en nous regardant avec ses yeux de pitié. Elle a demandé si tout allait bien. Tu nous fais passer pour des cas sociaux. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle s'inquiétait de son image, de la pitié d'une voisine, après m'avoir publiquement humiliée et tenté de me voler. Un rire bref et sans joie m'a échappé. Moi? Je vous humilie? C'est toi, Isor, qui t'es humiliée toute seule ce soir-là. Tu as eu ce que tu voulais. Je suis partie. Maintenant, assume les conséquences de tes désirs. Gère tes factures. Gère ta réputation. Gère ta vie. Tu as toujours été jalouse de moi, c'est ça le problème. Jalouse parce que j'ai un talent, parce que les gens m'aiment bien. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à ce délire. J'ai simplement raccroché et bloqué le numéro. Avant de vous raconter la suite, et croyez-moi, le point culminant de ce drame familial approche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudriez certainement pas manquer la confrontation finale qui a tout changé. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose d'important. Leur véritable prison n'était pas le manque d'argent. C'était le regard des autres. Ils avaient vécu pendant des décennies derrière une façade de respectabilité bourgeoise, une façade que j'avais entretenue à grands frais sans même m'en rendre compte. En coupant les vivres, je n'avais pas seulement coupé l'électricité, j'avais brisé le miroir dans lequel ils aimaient se regarder. Et l'image qui leur était renvoyée maintenant était celle de leur véritable nature, dépendante, dysfonctionnelle et maintenant, publiquement, en difficulté. C'était une punition bien plus cruelle que des factures impayées. C'était la mort sociale. Je pensais que cette humiliation publique serait le fond du gouffre pour eux. J'avais tort. Ma mère, dans son désespoir, s'apprêtait à commettre un acte qui allait rendre toute réconciliation future absolument impossible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je n'aurais jamais cru ma mère capable d'une telle chose. La colère, la manipulation par téléphone, oui. Mais se présenter, sans y être invité, au seuil de la porte de mes amis. C'était une violation de mon dernier sanctuaire. Un soir, alors que nous terminions de dîner, la sonnette a retenti. Mathurin est allé ouvrir. Sur le pas de la porte se tenait ma mère, Odette. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés,
était en désordre. Son visage était tiré, ses yeux cernés. Elle serrait son sac à main contre elle comme une bouée de sauvetage. Mathurin, toujours poli, l'a fait entrer. Elle est restée dans l'entrée, mal à l'aise, son regard balayant l'appartement chaleureux de mes amis, un monde de paix qui contrastait violemment avec le chaos qu'elle vivait. « Apolline, il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix basse et urgente. Je suis restée assise à table. Je ne lui ai pas facilité la tâche. « Assieds-toi, maman. » Elle s'est perchée sur le bord du canapé, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Et puis, le flot de paroles a commencé, un torrent de plaintes et de désespoir. La banque a appelé. Il menace de lancer une procédure de saisie. On est en retard de 2 mensualités. Isor travaille de nuit à Carrefour, elle fait de la mise en rayon, tu te rends compte? Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit même pas à payer la nourriture. Ton père est anéanti. Il ne sort plus de son garage. Il ne parle plus. Il est comme une ombre. On s'effondre, Apolline. Elle a fait une pause, attendant ma réaction. Je suis restée silencieuse, mon visage une toile blanche. Je l'écoutais, mais je n'entendais plus les mots d'une mère inquiète. J'entendais le monologue d'une directrice financière dont la source de revenus s'était tarie. Voyant que la pitié ne fonctionnait pas, elle a tenté l'offensive sentimentale. Elle s'est approchée, a essayé de prendre ma main. J'ai retiré la mienne. S'il te plaît, ma chérie. Aide-nous. Juste cette fois. Juste le temps qu'on se remette sur pied. On a compris la leçon. Je te le promets. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, je ne voyais plus ma mère, mais une femme. Une femme qui avait fait des choix. Maman, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme du verre pilé. J'ai payé pour cette maison pendant 5 ans. J'ai payé pour votre nourriture, votre confort, votre tranquillité d'esprit. J'ai sacrifié mon entreprise, mon rêve. Et quand j'ai eu besoin de toi, une seule fois, quand ta plus jeune fille m'a publiquement détruite devant toi, où étais-tu? Tu étais assise là. En silence. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes de frustration, pas de remords. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Je ne voulais pas de conflit. Pas de conflit, ai-je presque ri. Tu as préféré me sacrifier sur l'autel de ta fausse paix familiale. Ton silence était un choix. Le sourire de papa était un choix. Les mots d'Isor étaient un choix. Maintenant, vivez avec les conséquences de vos choix. Je me suis levée, marquant la fin de la conversation. Léonie et Mathurin, qui étaient restés en retrait dans la cuisine, n'avaient pas perdu une miette de la scène. Ma mère a semblé se ratatiner sur elle-même. Elle s'est dirigée vers la porte, l'épaule basse. Avant de partir, elle s'est retournée une dernière fois. Je pensais que la famille comptait plus que ça pour toi, a-t-elle murmuré, sa dernière flèche empoisonnée. Puis elle est partie. La porte s'est refermée, laissant derrière elle un silence glacial. Cette phrase m'a fait plus de mal que tout le reste. Parce qu'elle avait raison. La famille comptait plus que tout. C'est précisément pour cette raison que j'avais dû détruire celle que nous étions, dans l'espoir infime de sauver la femme que je devais devenir. Cette confrontation était-elle la fin? Ou juste le début d'une nouvelle forme de douleur? La visite de ma mère a été un point de non-retour. Elle n'a pas brisé ma résolution, elle l'a cimentée. Après son départ, j'ai pleuré. J'ai pleuré la mère que je n'avais jamais vraiment eue, la famille que j'avais idéalisée. Et puis, je me suis séché les larmes. Il était temps de regarder vers l'avant. J'ai commencé à chercher activement un nouvel emploi, pas juste un travail alimentaire, mais quelque chose qui rallumerait la flamme en moi. J'ai mis à jour mon CV, j'ai contacté d'anciens fournisseurs. C'était terrifiant et excitant à la fois. Un après-midi, alors que je prenais un café seul sur la presqu'île, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme élégant, la cinquantaine, qui me souriait de l'autre côté de la terrasse. Il m'a semblé familier. Il s'est approché. Apolline? Apolline de Fleur Essence? C'est bien vous? C'était Monsieur Bernard. Un de mes meilleurs clients de l'époque.
Un homme d'affaires qui achetait chaque semaine un immense bouquet pour l'accueil de sa société. Monsieur Bernard. Quelle surprise! Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Je lui ai raconté, en termes vagues, que j'avais dû fermer ma boutique pour des raisons familiales. Il m'a appris qu'il avait lui-même changé de voie. Il avait vendu sa société d'informatique, passionné de botanique, il avait racheté une petite chaîne de fleuristes à Lyon, le Jardin des Canuts. Le problème, m'a-t-il avoué, c'est que mes boutiques manquent d'âme. Elles sont efficaces, bien gérées, mais il n'y a pas cette touche spéciale, cette créativité que j'adorais chez vous. Chaque bouquet que vous faisiez était une œuvre d'art. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je pouvais vous aider avec ça, ai-je lancé, plus audacieuse que je ne me sentais. La semaine suivante, je signai un contrat. Pas en tant que simple fleuriste, mais en tant que consultante créative et formatrice pour l'ensemble de ses boutiques. Le salaire qu'il me proposait était bien supérieur à ce que j'avais jamais osé espérer, même à la meilleure époque de Fleur Essence. C'était comme si l'univers, après m'avoir tout pris, me donnait enfin une chance de me reconstruire. Avec mon premier salaire et le peu d'économie qu'il me restait, j'ai fait quelque chose d'impensable quelques mois plus tôt, j'ai acheté mon propre appartement. Un petit 2 pièces lumineux dans le quartier moderne de Confluence, avec un balcon donnant sur la Saône. C'était petit, c'était vide, mais c'était à moi. Chaque meuble que j'achetais, chaque cadre que j'accrochais, était un acte de réappropriation de ma propre vie. Pour la première fois depuis 5 ans, je ne travaillais plus pour payer les factures d'une autre. Je travaillais pour construire mon avenir. La paix que j'ai ressentie en buvant mon premier café sur mon propre balcon, en regardant les péniches glisser sur l'eau, était une sensation que je pensais avoir perdue à jamais. C'est au milieu de ce nouveau bonheur fragile qu'un soir, mon téléphone a vibré. C'était un message de Léonie. Il ne contenait aucun mot. Juste une photo. La photo d'un panneau immobilier, planté sur une pelouse en friche devant une maison aux volets fermés. En grosses lettres rouges, on pouvait lire « À vendre ». Un chapitre de ma vie ne venait pas de se fermer. Il venait d'être réduit en cendres. Mais que peut-on construire sur des cendres? La photo du panneau « À vendre » a eu un effet étrange sur moi. Ni tristesse, ni joie. Juste un sentiment de finalité. C'était la preuve tangible que le monde que j'avais connu, la dynamique familiale qui m'avait défini pendant si longtemps, n'existait plus. C'était fini. Réellement fini. Les mois ont passé. Je me suis plongée corps et âme dans mon nouveau travail. J'adorais ça. Animer des ateliers, créer de nouvelles compositions, voir l'étincelle dans les yeux des jeunes fleuristes que je formais. J'avais retrouvé ma passion. Ma vie était calme, structurée, et pour la première fois, elle m'appartenait entièrement. J'ai appris, par l'intermédiaire de Léonie, que mes parents et Isor avaient emménagé dans un petit appartement de location à Vénissieux, une banlieue populaire bien loin du standing de Caluire. Mon père avait trouvé un petit travail de maintenance dans une maison de retraite. Ma mère restait cloîtrée chez elle. Et Isor? Isor continuait ses shifts de nuit à Carrefour. Leur vie s'était rétrécie, tout comme leur logement. Un matin, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une enveloppe qui tranchait avec les factures et les publicités habituelles. Pas de timbre-poste. Elle avait dû être déposée à la main. Mon nom était écrit dessus, d'une écriture que je connaissais par cœur. L'écriture soignée, presque calligraphiée, d'Isor. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai posé la lettre sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai fixée pendant un long moment, comme si elle pouvait m'exploser au visage. Une partie de moi voulait la jeter à la poubelle sans l'ouvrir. La partie qui se souvenait de la haine dans sa voix, de sa tentative de vol. Mais une autre partie, une partie plus ancienne, celle de la grande sœur, était curieuse. Finalement, j'ai pris un coupe-papier et j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée en 2. Apolline? Je ne sais même pas par où commencer. Je sais que « pardon » est un mot bien trop faible pour tout le mal que je t'ai fait. Je ne cherche pas d'excuses, mais je veux que tu saches que j'ai compris. Je l'ai compris quand j'ai dû choisir entre payer l'électricité ou acheter à manger. Je l'ai compris quand j'ai vu le regard vide de papa, qui a perdu toute sa fierté. Je l'ai compris quand maman pleure en silence la nuit. J'étais jalouse de toi.
Terriblement jalouse. De ta force, de ton talent, de la facilité avec laquelle tu semblais réussir tout ce que tu entreprenais. Quand tu es revenu à la maison, je n'ai pas vu la sœur qui venait nous sauver, j'ai vu la femme qui réussissait là où j'échouais. J'ai été odieuse, cruelle et impardonnable. Les mots que j'ai prononcés ce soir-là étaient le reflet de ma propre misère, pas de ce que tu es. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que c'est trop tard pour ça. Je voulais juste, une fois dans ma vie, être honnête avec toi. Tu ne méritais rien de tout ça. J'espère qu'un jour, tu pourras penser à moi sans ressentir de la haine. Isor. J'ai lu la lettre une fois. Puis 2 fois. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas des larmes de tristesse ou de joie. Des larmes de deuil. Le deuil de la relation que nous aurions pu avoir. C'était la première fois de sa vie qu'elle se montrait vulnérable, honnête. Mais c'était trop tard. Le vase qu'elle avait brisé ne pouvait pas être recollé. J'ai plié soigneusement la lettre. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai mise dans une boîte avec quelques vieilles photos de nos enfants, souriantes et insouciantes. Un musée de ce qui avait été et de ce qui ne serait plus jamais. Allais-je lui répondre ? Une simple lettre pouvait-elle effacer des années de mépris et une trahison aussi profonde ? Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Mon silence était ma réponse. Il ne signifiait pas la haine, comme Isor le craignait, mais la faim. C'était la reconnaissance que certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Tenter de le faire n'aurait fait que rouvrir les blessures pour nous deux. J'ai choisi la paix. J'ai choisi d'avancer. J'ai bloqué leur numéro, non par colère, mais par protection. J'ai créé une bulle de sérénité autour de ma nouvelle vie, et je n'étais pas prête à la laisser éclater. Ma vie a continué à s'épanouir. Mon travail avec Monsieur Bernard est devenu plus qu'un emploi, c'est devenu une collaboration, un partenariat. Ensemble, nous avons redynamisé le Jardin des Canuts, en faisant la chaîne de fleuristes la plus créative et respectée de Lyon. J'ai trouvé un épanouissement professionnel que je ne pensais plus jamais connaître. Mes vrais piliers sont restés Mathurin et Léonie. Ils étaient là pour les dîners improvisés, les soirées cinéma, les longues promenades le long des quais de Saône. Ils ont célébré mes victoires et m'ont soutenu dans mes moments de doute. Ils sont devenus ma famille. La famille que j'ai choisie, celle qui est basée sur le respect mutuel, le soutien inconditionnel et l'amour sans contrepartie financière. En regardant en arrière, je comprends la leçon profonde que cette épreuve m'a enseignée. La famille, la vraie, n'est pas une question de sang. Le sang vous rend parent, mais ce sont la loyauté, le respect et le sacrifice partagé qui font de vous une famille. J'avais donné tout ce que j'avais pour maintenir leur monde à flot, mais ils avaient pris mes efforts pour acquis, comme un dû. Et c'est ce manque fondamental de respect qui a irrémédiablement brisé nos liens. Isor, Ferdinand et Odette apprennent à leur manière. Ils apprennent le prix d'1 kilowattheure, la valeur d'1 euro durement gagné. Ils apprennent ce que signifie être autonome. Je ne leur souhaite aucun mal. Je leur souhaite de trouver leur propre chemin, loin du mien. Mais mon rôle de bouée de sauvetage, de porte-monnaie, de bouclier émotionnel est terminé. Pour toujours. J'ai découvert, à travers cette expérience douloureuse, que l'autonomie est le fondement de toute relation saine. Sans cette indépendance et ce respect mutuel, l'amour devient un mot vide, creux et fragile, sans substance ni signification réelle. J'ai dû perdre la famille dans laquelle je suis née pour enfin apprendre à construire la mienne. Et pour la première fois, je me sens vraiment chez moi. À tous ceux qui ont suivi mon histoire jusqu'au bout, je veux vous dire merci du fond du cœur. Votre temps, votre attention et votre soutien signifient plus que je ne peux l'exprimer. J'ai partagé cette histoire intime parce que je sais que certains d'entre vous se sont sentis invisibles, non appréciés par les personnes même pour qui vous donneriez tout. Vous avez porté leur poids émotionnel et financier pour ensuite être mis de côté. Je vous vois. Et je suis profondément reconnaissante pour chaque instant que vous avez passé à vous connecter à mon expérience. Si cette histoire résonne avec votre propre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre cette communauté grandissante de personnes qui comprennent ce que signifie trouver sa force dans l'adversité. Et surtout, partagez votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé votre force intérieure quand tout semblait sans espoir ?
Comment avez-vous appris à vous valoriser quand les autres ne le faisaient pas? Continuons cette conversation importante, car nous sommes tous plus forts lorsque nous nous soutenons et partageons nos expériences honnêtement.